En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de Wight, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 milles du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cowes. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit 4 collectivités, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet, un podcast mensuel en 6 épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre du roman du Fastnet. C'est un gentleman sailor que nous accueillons aujourd'hui, un véritable pilier de la Rolex Fastnet Race avec 16 participations et pas moins de 5 victoires à son actif. Un homme du Nord, un ch'ti comme on dit, mais qui a ses entrées dans les clubs les plus sélects d'outre-Manche. Un monsieur dans le monde de la course au large, dont les bateaux qui arborent tous le préfixe courrier, en hommage à Saint-Exupéry et son courrier sud, sont connus et craints sur beaucoup de plans d'eau. Bonjour Géry Transo. Bonjour Pierre-Marie. Bon, vous nous parlez d'où là? Du nord de la France, de Bretagne? Alors je suis installé à mon bureau dans le nord, à la frontière belge, vraiment à la frontière. Et j'habite à Bruxelles depuis quelques années. Mais le centre de mes affaires se trouve toujours dans l'agglomération lilloise. Donc j'y viens plusieurs fois par semaine. D'accord, quand vous n'êtes pas à Saint-Cas ou vers la Trinité pour vous occuper de bateaux et de navigation. Tout à fait. Bon, alors Géry, je parlais en introduction de 16 participations au Fastnet, c'est considérable. La première fois que vous l'avez guetté et aperçu, ce phare du Fastnet, c'était quand et à quoi il ressemblait? Alors c'était en 77, c'était mon premier Fastnet, j'avais 18 ans. Et je participais à cette course sur un bateau assez mythique, c'était un Nicholson 51 qui s'appelait Phantom et qui avait été racheté par un Belge et son nom était Blood Dolphin, le dauphin bleu en flamand. Et le Fastnet, ça m'a toujours fait penser à l'île Noire de Tintin. Je sais pas pourquoi, quand pour moi je vois le Fastnet, je me rappelle l'île Noire de Tintin. Alors je dois être trop jeune pour avoir lu Tintin peut-être, mais voilà, c'était la bande dessinée que je lisais quand j'étais jeune, très jeune. Bah oui, c'est vrai que sur la couverture de l'île Noire, on voit Tintin dans son canot avec son moteur Seagull là qui avance vers l'île. Il est assez redoutable ce phare quand on le voit pour la première fois. Il est quand même imposant avec ce promontoire rocheux là sur lequel il est planté. Vous l'avez passé 2 jours, 2 nuits et c'était quoi les conditions? Je me souviens plus en 77 si c'était 2 jours ou 2 nuits. Je crois que c'était 2 jours. Mais il est imposant la nuit surtout. C'est la nuit où quand il y a tempête qu'il est très impressionnant. Et puis je l'ai aussi passé en participant à des Figaro par exemple, les étapes. Il y a souvent les étapes qui allaient en Irlande, faisaient le tour du Fastnet avant d'aller en Irlande ou en retournant en France. Donc ouais, c'est un beau phare. Et d'ailleurs j'ai reçu en 2015 un paquet de trophées pour avoir gagné toute classe le Fastnet, dont un trophée qui représentait le Fastnet en bronze. Et je l'ai dupliqué ce trophée et donc il est dans ma maison bretonne. Ah, vous l'avez dupliqué, donc vous avez fait faire un moule et... Un moule, oui. Bon, et quelle place il avait dans votre jeunesse? Vous avez appris à naviguer, je crois, avec vos parents, avant de vous mettre à la régate. Ce Fastnet, on lisait sur le Fastnet, il y avait des récits, il y avait des récits de courses ou des récits d'aventures dans ces parages de la mer Celtique de l'Irlande qui vous ont un peu fasciné, jeune ou adolescent là, pour vous conduire vers ces contrées-là? Alors c'est vrai que j'étais fasciné par la course au large et quelques années avant, c'était la première Whitbread, donc c'était 4 ans après la première course autour du monde en équipage en 73. Et c'était pour des Européens, c'était la seule course au large qui existait. Il n'y avait pas encore de Middle Cirrus.
Non, oui, donc c'était la grande course et alors je sais pas si elle faisait peur, mais en tout cas, c'était une aventure de faire le Fastnet. On partait 4, 5 jours, 6 jours, en fonction de la taille du bateau. Et c'est devenu aujourd'hui pas plus facile, mais avec l'informatique, etc., on sait toujours où on est et on sait à quelle heure on arrive. À l'époque, c'était un peu plus, c'était, il y avait un peu plus de pifomètre. Et on utilisait beaucoup Ouais. l'estime et la gogno pour savoir où on était. Mais c'était un rêve de faire le Fastnet. Donc j'avais 18 ans, j'étais le plus jeune des équipiers du bateau sur lequel je naviguais. J'étais à la fois équipier d'avant et barreur, et deuxième barreur. Et un très très bon souvenir. Mais il n'y a pas eu de vent, c'est une année où il n'y a pas eu de vent du tout. C'est un des Fastnets les plus lents, contrairement à celui qui a suivi 2 ans après. Donc ce Fastnet, et oui, c'est une aventure dans ces années 70, effectivement, où les aides à la navigation ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la fois, même s'il faut déjà trouver le phare avant de le contourner et espérer faire une bonne place, vous courez sur des bateaux, on va dire, sérieux, puisque vous concourez dès le début sur, je crois, des bateaux néerlandais qui participent à l'Admiral's Cup. Alors en 78, Piet Vroon, qui était le propriétaire des très beaux bateaux néerlandais et le recordman de l'Emirals Cup, m'a proposé de naviguer sur ces bateaux. Ces bateaux s'appelaient Standfast. Et en 78, il rachète un plan Rhôneland qu'il appelle d'occasion, mais qui avait 1 an ou 2. C'est un ancien marionnette et qu'il appelle Formidable. Et donc, de 78 à 83, j'ai navigué avec l'équipe néerlandaise et j'ai fait avec eux 3 Admirals Cup et beaucoup de courses au large. Euh, j'ai fait l'Onion Patch aussi avec la course des Bermudes, etc. J'ai participé aussi en Méditerranée à la Sardinia Cup. Donc voilà, donc j'ai passé 7 saisons à faire du large un peu partout, mais surtout participer au RORC, à toutes les grandes courses du RORC et bien sûr de l'Admirals Cup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'Admirals Cup, c'était vraiment le championnat du monde de course large, Ah oui, oui, bien en sûr, bien sûr. équipage et par équipe nationale. Enfin, c'était vraiment Bien sûr, c'était la le grande sommet, 3 compétition bateaux, mondiale. bien sûr, Oui, bien sûr, trusté longtemps par les Britanniques et les Américains, mais avec aussi les Australiens qui venaient, les Allemands, toutes les ouais. grandes nations de la voile, les Italiens, toutes les grandes nations de la voile étaient effectivement sur l'Admiral's Cup pour espérer décrocher, oui, vous avez raison, ce qui était le championnat du monde, hein, le plus haut niveau à cette époque. Il faut peut-être revenir sur ce personnage de Piet Vroon, qui est peut-être pas très connu de nos auditeurs. C'est un grand monsieur de la voile en Hollande. C'était un peu votre mentor à l'époque. C'était un. Alors, j'ai navigué 7 saisons avec lui et j'ai beaucoup appris. J'avais 20 ans pour ma première Admirals Cup en 79 et puis il m'a emmené un peu partout dans le monde et j'ai appris beaucoup et je me suis souvent inspiré de sa façon de naviguer ou de faire. C'était un homme d'affaires aussi redoutable et voilà, Armateur, hein, c'est ça? armateur. Ouais. Première, euh, c'était le premier armateur privé des Pays-Bas et Dieu sait Ouais. si les Pays-Bas ont des armateurs, c'est un pays de marins quand même, la Hollande. Mm. Voilà, donc c'était un homme d'affaires brillant et un passionné de voile. Il était recordman d'Admirals Cup. Et quand l'Admirals Cup s'est terminé, c'est lui qui en avait couru le plus. Et il avait commencé très tôt. Il avait des bateaux qui s'appelaient aussi Tonnerre de Breskens avant de s'appeler Standfast. Et il y avait à bord aussi Franz Maas, qui était le Le constructeur des constructeur, Tina, bien ouais, ouais, sûr. Ouais. qui barrait le bateau d'ailleurs, et d'ailleurs qui a sombré en mer il y a quelques années. Oui. Euh, voilà, et moi j'étais le français, voilà, le seul français à bord au départ. Mais un nordique, un Oui, cousin, oui, un oui, cousin. il me disait, t'es pas tout à fait français, t'es pas tout à fait français. D'accord. Et voilà. Bon, alors ça c'est les années, la fin des années 70, le début des années 80, donc ces belles courses en équipage, là, ces belles épopées contre des équipages de haut niveau. Vous prenez certainement de l'assurance parce qu'ensuite vous passez dans les années 80 à la navigation en solitaire, puisque vous avez disputé 3 fois, je crois, la solitaire du Figaro dans les
peut-être dans les plus belles années du half, dans ces grandes années du half, et vous revenez au Rorke plus tard, à la fin des années 90. C'est une passion, pourquoi? Pour l'équipage, c'est parce que Jerry Tronçon a pris un peu d'âge et que c'est quand même plus sympa de naviguer avec un peu de monde au rappel, ou c'est le format des courses comme le Fastnet qui vous attire à nouveau? Alors c'est plus simple que ça. Je participe aux courses du Rock pendant une dizaine d'années, je termine mes études et je commence à travailler en 82, en 83, 82, 83. Et bon, j'avais fait le tour de ces courses, je les ai faites, j'y ai participé pendant 10 ans et j'avais envie de faire j'ai toujours rêvé de faire la course du Figaro, qui s'appelait d'ailleurs l'Aurore au départ. Et, euh, et en 83, je rachète le Silonia 4, qui était un Joubert-Nivelle 80 fabriqué par Pichavant et par Fontaine Pajot, et je le rachète pas à Damien Sabatier, mais au, à un équipage belge, les frères Migom. Et Damien étant un ami, voilà, je trouvais il avait fait quelques beaux Figaro, que le bateau. Et voilà, c'est mon premier bateau, le premier bateau que j'achète. Euh, et j'ai 24 ans quand j'achète le bateau, 24 ou 25 ans. Et, et avec en m'entraînant pour le Figaro, je participe aussi au championnat du Rorke. Et je gagne pour la première fois un championnat du Rorke avec mon propre bateau en 84. Année où vous faites podium sur le Figaro. Année où, oui, tout à fait, où je termine troisième. Et je rappelle quand même que derrière moi, il y avait comme bisu, il y avait Christophe Auguin, il y avait Pierre Masse, enfin, il y avait pas que des brels derrière. Donc, Quelques pointures. Christophe ouais, Aubin qui le remporte l'année d'après, peut-être, ou qui en le remporte 86, je deux sais ans pas. après, je 2 ans pense, ou un après, an ouais. Ouais. après. Parce que l'année après, c'est Poupon qui le gagne. 85, c'est Poupon. Et puis, euh, et puis Christophe Auguin qui gagne le Box Super, Challenge bien sûr. et le Vendée Globe. Et le Vendée Globe à suivre. Ouais. Alors, on revient après cette pause Figaro à la Rolex Fastnet Race. On a beau alors avoir pris de l'assurance, j'imagine, en courant le Figaro et être devenu un marin accompli, ça reste toujours une petite aventure quand même de monter à ce phare, même si les bateaux progressent, la technologie aussi. Est-ce qu'on se prépare de façon particulière avec son équipage pour monter le Fastnet, ou est-ce que finalement c'est une course un peu comme une autre dans la saison, sauf qu'elle fait un peu plus de 600 000, et qu'on va régater contre les autres et qu'on va chercher à les battre. Quoi. Non, c'est une course, c'est la course de la saison. C'est la course la plus importante de la saison. Les autres courses, on s'entraîne dans les autres courses pour essayer de gagner le Fastnet. Et, et, et l'équipe courrier a un rituel pour le Fastnet. Alors d'abord, en termes de sélection, je dis toujours à mes équipiers que plus on navigue sur un courrier, plus on a le droit de naviguer, sauf pour le Fastnet. Ou avant le Fastnet, je fais un choix qui est souvent un choix physique aussi, parce qu'il y a eu des tempêtes. Et donc il faut prendre aussi pas simplement des bons régatiers, mais des équipiers costauds. Des gars solides, ouais. Ouais, solide. Et on a eu quand même des Fastnet qui étaient très vantés. Et par exemple, la dernière soirée, on la passe dans un hôtel de Causse qui a un charme fou, qui s'appelle la Villa Rotsey. Et puis, à l'ancienne, voilà, je présente le parcours sur des cartes papier par terre et tout l'équipage est autour. Et on commente en fonction de la météo, on fait des prévisions. Et on rentre déjà dans le Fastnet. Et moi, j'essaye toujours, pour cette course, une semaine avant, d'être dans ma bulle aussi. Je pars en vacances en Bretagne. Et voilà, on n'a pas le droit de venir m'embêter la semaine qui précède le Fastnet, parce qu'on est concentré sur cette course. Alors aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui font que c'est un peu, je vais pas dire plus facile, mais je veux dire, on sait à l'avance d'où vient le vent, etc. C'est un peu, il y a du routage aussi, on n'a qu'à suivre, on peut ne faire que suivre le GPS. Mais voilà, c'est une course pour nous très importante, et c'est la course de la saison, bien au-dessus de toutes les autres. Bon, on se projette dans le Fastnet, et donc tout le monde n'a pas l'honneur de venir courir la Rolex Fastnet Race sur un courrier. Alors c'est plus facile, vous disiez, mais il y a quand même c'est des coins qui sont pas, même si aujourd'hui on peut regarder la petite flèche de courant, c'est des coins qui sont pas faciles à naviguer, où il y a toujours de la tactique, énormément d'effets de site lorsqu'on sort de la Manche et qu'on
qu'on traverse là, ces grandes baies de Cornouailles. Euh, vous, l'antériorité que vous avez dans cette course-là, elle vous donne aussi à bord, en plus d'être skipper évidemment, un poids plus important par rapport à, je sais pas, celui qui fait la tactique ou au navigateur, en disant à un moment donné, vous avez une sorte un peu de catalogue des situations là qui vous fait dire non là ça pourrait se passer comme ci ou comme ça, on va plutôt faire ça ou Euh, en- en- D'une certaine façon, j'ai déjà en tête tous les caps et toutes les distances entre les caps, parce que à force de travailler avec des cartes papier, on apprend les distances et les caps, et on connaît les particularités de chaque cap, parce que à chaque cap, il y a aussi un courant ou des contre-courants qu'il faut aller chercher ou éviter. Euh, et il y a, il y a, vous parliez de Fastnet. Il y a eu un Fastnet, par exemple, le 2007, qui a été un Fastnet où il y a eu 60 bateaux à l'arrivée. Donc c'était 300 bateaux au départ, 60 à l'arrivée. Donc de temps en temps, il y a quand même il y a encore des Fastnets où il y a beaucoup de dur? vent et Ouais, qui sont durs, oui. ouais, des rappels à l'ordre. Oui. Pour ceux qui Avec des, parlent. ouais, avec des bateaux qui ont quand même, bon, on a fait toute une émission sur le Fastnet 79 qui était dramatique. En 2007, ça l'a pas été de la même manière, mais en 79, il y a eu beaucoup de problèmes de safran cassé, par exemple, de safran sous voûte qui n'était pas assez costaud à Ouais. l'époque. Bon, les bateaux, de ce point de vue-là, vous avez dû suivre cette évolution, ont quand même fait beaucoup de progrès, mais ça reste, même si c'est au mois d'août, ça reste la mer Celtique, ça reste des coins complexes, oui. Ouais. Alors, anecdote sur le 2007 où il y a eu beaucoup de vent. C'est la première fois en 2007 que le Rorke postponait une course. Jamais dans leur Dans carrière, l'histoire, bien sûr. dans l'histoire, ils avaient retardé une course. Et moi, j'avais été vice-commodore en 2005-2006, donc juste avant cette année-là. Et j'avais dit au Commodore, qui est un de mes amis, je lui avais dit vraiment, le Rorke n'est plus le Rorke. C'est la première fois que vous décalez une course. Ouais. Et on était chaud pour partir et on n'avait pas envie de rester 24 heures de plus. Et tout compte fait, ils avaient fait les choses intelligemment parce que en 79, il y avait tempête, on savait qu'il y avait tempête, mais à l'époque, la météo était moins précise qu'aujourd'hui. Et ils ont laissé la flotte rentrer en mer d'Irlande. Oui. Et en 2007, ils voulaient justement pas. Ils voulaient retarder la course pour que les bateaux soient proches des côtes anglaises si jamais ils devaient être secourus. Et il n'y a pas eu de drame en 2007. Donc ça, c'était une bonne raison de le faire. Et je me suis excusé après auprès du Commodore. Bon. Mais, mais Tout voilà. le monde apprend tout le monde apprend de ses erreurs, y compris le vénérable Rorke. Ouais. Ouais. Bon, il y a ces conditions difficiles sur le Fastnet de temps en temps, même si c'est au mois d'août. Et puis ça reste ça reste des courses un peu ingrates parce que ça reste des courses en temps compensé. Hein, et lorsqu'on a franchi la ligne, on ne sait pas forcément, le chronomètre démarre, hein, on ne sait pas forcément si l'on a gagné, si l'on est bien placé, on imagine, mais vous avez certainement des souvenirs d'arriver comme ça. On a dit que vous aviez gagné 5 fois la course, de victoires où on démarre la montre là sur la ligne pour savoir ce qui va se passer et où on commence à faire les calculs de TCC là, de temps compensé pour savoir qui peut venir vous chipper la victoire en sortant par exemple de la brume. Alors, de toutes les façons, il faut un peu de chance ou de réussite pour gagner toute classe. En général, l'objectif, c'est de gagner sa classe parce qu'on a des bateaux de la même taille et donc on a à peu près le même type de vent. Alors qu'entre un maxi et un classe 5, il y a 3 jours d'écart à l'arrivée et donc les bateaux ne rencontrent pas du tout le même type de conditions. Donc il faut un peu de chance pour gagner toute classe et voilà. Et on a gagné 5 Fastnet. On a gagné tous nos Fastnet sur les courriers depuis 2001 parce que parfois je cours sur des bateaux qui m'appartiennent pas. Et, euh, et on l'a gagné une fois toute classe en 2015, mais on était sur le podium en 2007, on était sur le podium en 2013, on a pratiquement toujours été dans les premiers en toute classe en tant qu'on pensait depuis 20 ans. Alors on va en parler de ces victoires. Vous avez gagné en 2001, Géry, sur, vous me corrigez évidemment si je dis une bêtise, sur Courrier Nord qui était un IMX 40, Oui, puis tout en à fait. 2007 sur un 44.7 du chantier Beneteau, Oui, ensuite sur un proto lombard de 34 pieds construit chez
chez Sam Marceau à Lorient. Oui, Puis en 2015 sur Courrier du Léon, qui était un JPK oui. 1080. Et enfin, pas la En dernière fois, mais en 2019. 2019, voilà, sur Courrier recommandé, un autre JPK, mais celui-ci un 1180. Oui, tout à fait. Euh, Ouais. voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une victoire parmi ces cinq qui a plus de saveur qu'une autre, ou est-ce que parce qu'elle a été plus difficile à obtenir, ou parce que vous conservez un attachement au bateau particulier? Alors, 2015 a été une fantastique saison sur ce bateau de Jean-Pierre Quelbert. C'était Léon, donc c'était son propre bateau qu'il avait mis à notre disposition. Et, euh, et puis, avec le Sister Ship, on a aussi gagné dans notre classe Sydney Hobart quelques mois après. Donc, c'était un bateau assez polyvalent. Donc, on a un très Sur bon lequel, souvenir. sur lequel Ouais. Jean-Pierre avait gagné la Transquadra, si je ne m'abuse, hein. Je pense, oui, oui. Ouais, Et ouais. le premier était parti en Nouvelle-Calédonie, donc c'est celui qu'on avait récupéré pour Sydney Hobart. Mais ça, c'est un bateau qu'il avait fait construire, qui était neuf, et donc il nous l'a prêté pour, euh, pour la saison du Rorque. Et on a Ouais. pratiquement gagné toutes les courses du Rorque cette année-là. Et on avait, euh, on avait bien mis le bateau au point avec François Lamiot, au niveau voile, au niveau rating, et on allait vite. Et au départ du Fastnet, on commet une erreur. Habituellement, j'ai toutes mes cartes papier à bord et je demande à l'équipage d'être le plus léger possible et je leur donne un sac de 20 litres maximum. Ils n'ont pas le droit de mettre plus de 20 litres d'affaires. Et ils me disent, OK, Jerry, nous, on veut bien naviguer léger, mais toi, tu débarques tes annuaires, tes cartes papier, etc., tes cartes de courant, etc. Donc j'obtempère. Et ouais, là, vous voyez où l'électronique peut être on se trompe d'une heure dans le calcul des marées sur l'ordinateur et on vole le départ. En fait, avec le courant, on franchit la ligne 30 secondes trop tôt et on est à 10 mètres de la ligne, mais on met trois quarts d'heure, on met 39 minutes pour repasser la ligne dans l'autre sens. Oui, parce qu'il y a quand même quelques bateaux à éviter quand on vole un départ de Fastnet. C'est Mais pas un départ de Speed West France ou de semaine de ouais. Marseille, quoi. Ouais. Mais il y a un départ toutes les 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y a deux classes qui sont parties. On était classe 3. Les classes 2 sont parties devant nous et les classes 1, on est parti à 39 minutes après, donc on est parti une minute avant les classes 1. Et normalement, la course aurait dû être terminée à ce moment-là. Quand on prend 40 minutes au départ, on se dit que c'est pas possible de reprendre notre place. Et on a eu beaucoup de réussite. À la sortie du Fastnet, on avait doublé un tiers des bateaux de notre classe. Et puis la première nuit, on avait doublé les deux tiers et à la fin de la deuxième nuit, on était quasiment en tête et on passe en tête la pointe de Cornouailles, donc juste devant notre concurrent principal, mais on met 2 jours pour rattraper 40 minutes. Voilà, donc c'est un souvenir particulier. Je veux dire, c'est une saveur, mais il y a beaucoup de chance aussi quand quand on fait ce type de régate. À méditer pour tous ceux qui volent un départ de course. C'est jamais fini. Voilà. Alors ça, c'est une chose que j'ai appris en bateau, on l'a pas perdu tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, mais on n'a pas gagné non plus tant qu'on l'a pas franchi. Donc Ouais. ça, faut pas l'oublier. Ouais. Alors, je suis tombé en préparant l'émission sur une vidéo sur le site de la Rolex Fastnet Race où un journaliste vous demande à l'arrivée, je ne sais plus quelle édition c'est, la bonne recette pour gagner. Et vous rendez hommage à votre équipage, principalement. Alors, il faut dire, Géry, que vous n'hésitez pas à vous entourer de vrais professionnels, hein, à l'image d'Antoine Carpentier ou de Jean-Pierre Nicole. Et il y a un fidèle des fidèles, je crois, qui vous accompagne depuis longtemps, dont il faut dire un mot, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est François Lamiot, que vous avez, je crois, connu sur les années Figaro, et qui est un Et que élément précieux du j'ai que- dispositif. j'ai connu avant François, hein. Euh, je, il y avait des régates d'hiver à Dunkerque dans les années 70 et il y avait beaucoup de vent et donc les régates étaient annulées et je voulais quand même sortir. Donc je suis sorti avec ma sœur aînée. Et puis, il y avait 30 nœuds de vent, hein, c'était la mer du Nord. Et puis, il y a un gamin qui est arrivé en me disant, est-ce que je peux pas embarquer avec vous? Et c'était François, il avait 15 ans, je pense, 14 ou 15 ans. Donc, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était à Dunkerque. Voilà, il était venu en mobilette de ses Flandres. Et
Je l'ai connu comme ça. Et puis après, euh, après quand j'ai arrêté le Figaro, il cherchait un sponsor et donc je l'ai aidé à faire son premier Figaro. Et son bateau s'appelait Wusoto Selifac. J'ai d'ailleurs la photo dans mon bureau, là, juste à côté. Et on est resté en contact très longtemps. Et en 98, j'ai acheté un J92 et j'avais envie de refaire le Cos d'Inard, qui est pour tous les gens qui passent leurs vacances à Saint-Malo ou en Bretagne Nord est la course la plus importante de la saison. Ouais. Et je lui ai demandé de venir et il m'a fait quelques nouvelles voiles pour ce bateau qui était un bateau de croisière. Hein, c'était pas... Ouais. on gagne Cos d'Inard. Et donc, à la fin de cette course, je lui ai dit, t'as pas envie, je lui ai proposé de refaire une saison en Angleterre et de faire le Rorke pour une saison. C'était une saison. Et pour ça, j'ai acheté un X335, 335, non 332, 332. 300 332, Ouais. que j'avais baptisé Courrier Sud, et avec lequel on aurait dû gagner le Fastnet parce on était en tête toute classe au Fastnet à l'aller, mais on est tombé dans la pétole et on a mouillé pendant 3 heures. Et donc on gagne pas ce Fastnet. Mais par contre, c'est l'année où on est pour la première fois Yacht of the Year. Donc c'est une distinction prestigieuse pour le Du Rorke Rorke. Ouais. de nommer un bateau de l'année. C'est 99. Et puis après, bah voilà, l'année après, j'ai acheté un IMX40. C'était le prototype de l'IMX40. Et puis après, j'ai changé souvent de bateau. Oui, et d'ailleurs, euh, pour les chantiers, hein, la Rolex Fastnet Race, c'est aussi une sorte de championnat, hein. C'est une timbale et une médaille qu'on vient décrocher, hein. Et alors vous avez jamais eu d'exclusif, vous avez eu des X, des J, des Beneteau, des JPK, mais c'est vrai que on porte un peu une part de responsabilité en amenant ces bateaux-là parce que pour les chantiers, c'est quand même particulièrement peut-être en Grande-Bretagne, c'est une reconnaissance. Et je crois d'ailleurs que pour le chantier JPK, ça a beaucoup contribué au succès de Jean-Pierre Kelbert ces dernières années, ces brillants résultats dans les courses du Rorke et dans le Fastnet. Alors, moi, j'ai pas. Eric Ingouf est décédé, mais Oui, Eric m'a toujours dit que ça avait bien aidé au moins le broker anglais à vendre des Beneteau en Angleterre. Avec notre victoire, peut-être que notre plus belle saison, c'est sur Courrier du Cœur, donc le Beneteau 44.7, mm, qui était un fantastique bateau, un plan phare. un plan phare. Mm. Euh, Eric nous avait mis un très beau Maolspar dessus, et enfin, on avait un bateau. On a gagné beaucoup, beaucoup de régates avec ce bateau. Et on fait troisième toute classe. Et devant nous, il y a 2 phares, très gros phares, avec des canting kills. Donc voilà, des bateaux qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Mais non, non, Alors, avec le JPK, ça a été une saison fantastique parce qu'on a gagné aussi les courses d'avant-saison. Et Jean-Pierre a un très bon client anglais aujourd'hui qui un jour commande le bateau, lui envoie un acompte sans discuter le prix du bateau parce que il nous a vu le dépasser avec son one tonner. Et donc ça n'était jamais arrivé, ça lui était jamais arrivé de recevoir de l'argent Ouais, sans signer un bon de commande. ouais. Il n'y avait pas besoin de ses clients, là. Bon. Euh, Dites-moi, Géry, vous qui êtes très attaché à l'Angleterre, vous êtes membre du Rorke, vous l'avez dit, vous êtes membre également du Royal Yacht Squadron, hein, qui fait tonner les canons au départ du Fastnet. Qu'est-ce que l'arrivée à Cherbourg depuis 2021 de cette course a changé pour vous dans le Fastnet? Est-ce que vous étiez pour et comment vous le vivez, ce changement? Alors j'étais contre, mais je suis très très conservateur, donc c'est normal d'être contre une nouveauté. J'expliquais aux Anglais que quand on venait nous en Angleterre, c'était pour boire de la bière. Et pour être en Angleterre, c'était pas forcément pour venir en France, même si j'aime beaucoup Cherbourg Et puis il y a de la et bière à la, et Cherbourg la aussi, hein. Normandie. Il y a aussi de la bière, mais je veux dire, c'était voilà, quand on se déplace dans un pays, c'est pour goûter les saveurs de ce pays. Mais bon, c'est le problème que rencontrait le Rorke, c'était que Plymouth, c'était un port trop petit, n'était pas capable d'accueillir plus de 250 bateaux, donc
Là, on va avoir un Fastnet avec au moins 500 bateaux, je pense peut-être même 600 bateaux, donc c'est incroyable. Et Cherbourg est capable, Cherbourg est peut-être le seul port qui soit capable d'accueillir autant de bateaux. C'est pas tout à fait le même parcours, donc il y a en plus comme difficulté le raz Blanchard à passer. Le raz Blanchard qui est un des endroits au monde où il y a le plus de courant. C'est pas tout à fait c'est plus tout à fait la même chose, mais ça reste toujours le Fastnet. Bon, qu'est-ce que vous faites, Géry Transou, le 22 juillet prochain? Alors oui, enfin, j'ai toujours dit, je change d'avis souvent, mais il y a 4 ans, j'ai décidé d'arrêter la course au large parce que je pensais avoir fait le tour de la question. Et cette année, j'ai racheté un bateau d'occasion et voilà, dont l'objectif, avec 2 objectifs principaux, le Fastnet et la Middle Cirrus. Voilà, c'est un bateau. Qui n'a rien à voir avec un JPK, je crois, là, pour Ouais. le coup. Les Anglais sont très surpris. Les Anglais sont très surpris que je prenne un dessinateur anglais. Oui, donc c'est Et un Caire, Jason Kerr. ouais, 50 pieds, 53 pieds. Non, 43 pieds, 43 13 pieds. mètres. Et si ce bateau marche bien, j'ai prévu de garder, de faire au moins 2 Fastnets dessus, 2 ou 3 Fastnets. Et puis refaire du large. Probablement. Même si c'est pas vraiment un bateau fait pour ça. Non, il va falloir le mariniser un peu. Il va falloir le mariniser. Sinon, on va embarquer de la flotte tant qu'on peut. Mais voilà, on a encore quelques mois avant le départ du Fastnet. Ça c'est un bateau de course, un bateau qui ira vite dans le temps médium, dans le temps léger. Je suis pas sûr que ce soit un bateau fait pour la tempête. Bon, eh ben rendez-vous fin juillet. C'est le terme de cette émission. Merci Géry d'avoir échangé avec nous et de nous avoir rappelé ces 16 belles participations à la Rolex Fastnet Race, une 17e cette année. Et en conclusion, je vous rappelle que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin. À bientôt pour un prochain épisode du Roman du Fastnet. Merci Pierre-Marie, à bientôt.